Donc, je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Alors, j'ai grandi à Venice, en Californie, et je suis allé à Venice, Californie. C'était le lycée où il y avait 3000 élèves. C'était pas petit, pour vous dire. Et donc, on faisait pas mal de blagues là-bas. Et là, dans une cage, et puis une actrice, Myrna Loy, qui est en dessous. Et donc, dans les années 40, c'était la seule personne célèbre qui sortait de cette école. Mais les élèves, ce qu'ils aimaient faire, c'est que tous les ans, donc les gens en terminale, en fait, ils détruisaient la statue. Et donc, ils ont mis cette cage. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui a mis des journaux là-dedans, puis ils avaient mis le feu, quoi. Donc, c'était pas vraiment un environnement très académique. Alors, donc là, j'ai eu la chance d'aller à Harvard. Alors, c'était un système tout à fait différent en termes de pédagogie. Alors, pour moi, le changement était énorme. La première année, on m'a demandé de faire la programmation informatique. Et c'était ça à l'époque. Et je faisais bien. Et puis j'expliquais à mes amis comment faire. Mais le reste de la préparation, c'était plus Venice High School qu'à Harvard. J'étais très nerveuse. Il n'y avait que des mecs, il n'y avait pas de femmes. Et puis, donc je n'ai pas continué. Et puis après, il y avait CompuServe. Donc c'était un des premiers programmes Internet. Et donc moi, j'étais noni à CompuServe.com. J'ai gagné un prix pour l'utilisation la plus intéressante de leur technologie. Et donc c'était une histoire documentaire. Et puis pour tracer des gens, il y avait quelqu'un de Chappaquiddick, donc avec l'Unibomb, qui tuait des universitaires. Et puis il y avait le livre de Howard Rheingold sur la réalité virtuelle. C'est au début des années 90. Je l'ai lu, je me disais, voilà ce que je veux faire. Mais je ne savais pas comment faire. Je n'avais pas fait la programmation, je ne savais pas comment rentrer dedans. Mais je voulais devenir journaliste. J'étais correspondante pour Newsweek. Et j'ai commencé à faire des documentaires. Ce film est sorti en 2003 et c'était sur des questions de liberté. Et il y avait quelque chose sur Guantanamo. Et il y a quelqu'un qui a appelé NPR, donc le diffuseur d'information. Ils ont dit, voilà, j'adore cette histoire sur Guantanamo. Et les gens disaient, mais quelle histoire? Je dis, voilà le problème, pourquoi vous n'en parlez pas? Donc là, je me suis dit, c'est la même chose avec Gitmo. Et j'ai eu une bourse de la fondation MacArthur, donc le Bay Area Video Coalition. Donc, on créait des projets numériques. Et donc, moi, j'ai appris le Gitmo. Je voulais utiliser mes talents de journaliste, mais là, on ne pouvait pas faire quelque chose. Personne n'avait le droit d'y aller, tout ça. Donc c'est à Guantanamo. Donc on a fait quelque chose dans Second Life, une version numérique. Donc c'était pour comparer avec la prison inaccessible. Donc 2007 dans Second Life. Et c'était ma première sortie en VR. C'était en ligne, informatique. Et on m'a demandé de faire en 2013 une installation au musée de l'art moderne à Moscou. Et là, je voulais continuer à faire du codage. Et j'étais enseignant-chercheur à l'Université de Californie. Et je voulais être là. Donc là, je suis allé dans cette pièce, il n'y avait que des mecs. Et j'ai pris la photo parce qu'il y avait cette sensation de rentrer dans cette pièce remplie d'hommes. Mais là, je n'allais pas sortir, j'allais continuer à faire mon travail. On m'a aidé un petit peu. J'ai rencontré Unity. Donc pour la programmation, ils ont fait que ce soit possible. Donc j'avais besoin d'une licence professionnelle, ça coûtait cher. Je travaillais avec des élèves pour la programmation. J'ai envoyé un email et là, il m'a envoyé une licence gratuite en 5 minutes. Je disais, waouh, c'est comme si on écrit au patron de Mercedes-Benz et puis on vous donne une voiture, quoi. Donc là, ils m'ont respecté après ça et puis voilà, on a pu faire quelque chose. Alors, comment on fait du journalisme dans un monde virtuel? Voici une photo de comment
les détenus ont été emmenés à la prison. Et voilà ce qu'on a fait avec notre construction. On parlait de la question d'habeas corpus et on pouvait poser des questions au mur. Est-ce que je peux appeler ma famille? Et il répondait non. Tu ne peux pas appeler ta famille. Pourquoi je suis ici? Je suis désolé, je n'ai pas ces informations. Donc c'était une façon de créer une interactivité et de comprendre ce que ça veut dire de ne pas avoir ces droits d'habeas corpus. Donc là, on m'a invité à travailler avec Mel Slater. Il fait de la réalité virtuelle depuis les années 90 et Maria Santos Vives qui travaille à Barcelone. Et donc, ils ont fait un projet sur l'effet des passants. Donc, cette femme apparemment a été assassinée. Plein de gens l'ont vue et personne n'a fait quoi que ce soit. Alors, on ne peut pas mettre des gens dans une scène réelle s'il y a une activité. Donc, ils ont fait quelque chose de virtuel. Il y a quelqu'un qui arrive avec un mauvais maillot, quoi, et puis l'autre l'attaque. Voilà ma première expérience où je tombe. Donc, j'ai ce casque et je tirais, il y avait ce câble derrière et c'est là où je me suis rendu compte que je ne pouvais pas mettre mon public à l'extérieur, il fallait qu'il soit à l'intérieur avec moi. Et quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est que ce qu'ils ont trouvé, c'est que plus il y avait des gens dans une scène, plus il y avait de la chance qu'il y aurait des gens qui voudraient intervenir. Donc la femme que personne n'a aidée, c'était faux. Les journalistes n'ont pas compris. Et puis c'était avec cet article qu'ils ont vu que leur recherche, ils ont fait ce qu'ils avaient fait en réalité virtuelle, c'était encore plus vrai. Et les gens, en fait, ils ont vu que les gens ont essayé d'aider. Alors, on prend toutes ces informations. Je voulais dire que les détenus aux États-Unis sont dans ces prisons pendant des heures. Et ils parlent de l'interrogation améliorée, mais ils étaient dans des positions de contrainte et de stress. Alors, avec Mel, nous avons construit quelque chose. Voilà, donc ça, c'est un ancien casque. Donc là, il respire en même temps. Là, quand on regarde vers le bas, on ne voit que ses genoux. Et le bruit derrière, en fait, c'était quelqu'un qui s'appelle Al-Qahtani. Et la mission Bush a dit qu'il a été torturé. Donc tout le monde était assis avec les mains derrière le dos. Et après, j'ai dit, mais ton corps, c'était comment? Et puis tout le monde a dit qu'ils étaient dans cette position de stress. Donc c'était quelque chose de très puissant. Nous avons publié notre premier article là-dessus dans un journal qui s'appelle Présence. On peut parler de cette expérience première personne, mais c'est une question importante. Est-ce que ça veut dire qu'on met des gens subjectivement où ça change l'intégrité du journalisme? Alors, ça s'est sorti après. Et très clairement, on avait fait quelque chose d'assez précis. Il n'y avait pas d'image vidéo avant. You can see the rest of it if you'd like to online. So the next piece I decided to work on at USC was something called Hunger in Los Angeles. And Hunger in Los Angeles was a collaboration with the students who were doing video, audio, photographs. They were being trained to do print journalism, really is what I would call it, web journalism, which is the time to innovate. This is 2008. And in 2010, by the way, I asked the students who'd want to work on a VR piece with me, and nobody held up their hand. In the end, I got a friend of mine's daughter who was graduating from high school, not yet at university or college, and together we started
la fille d'une amie, on a commencé à enregistrer de l'audio à des distributions de nourriture avec cette queue très longue, avec un homme qui avait le diabète, qui n'a pas eu à manger à temps. En fait, il était en hypoglycémie, il est tombé par terre, s'est évanoui. Elle est revenue à mon bureau, elle pleurait, pleurait. Je me suis dit, c'est ça que je dois utiliser pour construire. Il n'y avait pas d'argent, j'ai dépensé 700 € de moi-même. Mais bon, je savais mieux coder. Est-ce qu'on peut baisser le son, s'il vous plaît? Là, vous voyez, il est au pied de la victime. Et oui, c'est peut-être Alejandro González que j'ai représenté, que j'ai introduit vert. Mais ça, c'est Alejandro. J'ai montré à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais dit que c'était Alejandro González. Il fait très attention de ne pas marcher sur le corps. Vous voyez? Donc, c'est lui avec ce casque énorme. Vous voyez qu'il fait attention de ne pas marcher sur le personnage. C'est le moment où il comprend qu'il y a ce corps-là, mais même s'ils ne sont pas là, on sent, on a l'impression que la personne est là. Et on fait avec comme si la personne était vraiment là. Donc là, ça a été accepté à Sundance en janvier 2012. Donc c'était l'automne de 2011. Donc c'est ces gros casques de la folie. Et le directeur du labo à Sundance a dit, vous ne partez pas avec ce casque, ça vaut 50 000 $. Il en restait qu'un, donc on ne les fabriquait plus, donc il a fallu fabriquer des casques. Et donc ce gamin s'appelle Palmer Luckey, n'est-ce pas? Vous le connaissez peut-être. Aussi le casque qu'on a trouvé, qu'on a développé pour Sundance. Je ne savais pas comment les gens allaient réagir. Là, c'est donc l'ouverture de Sundance. Là, vous voyez, elle est en choc, elle vit réellement un homme qui est qui a sa crise, elle est en larmes, elle essaie de l'aider. Donc, c'est un moment extraordinaire. Je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas du tout la puissance de ce média, de ce support. Vous voyez, elle pleure. Regardez de nouveau ce casque PR4HMD, on l'appelait donc l'affichage monté sur la tête, donc c'est la signature de Palmer Luckey. Il était allé avec moi à Sundance, il a dormi dans ma chambre d'hôtel, il a conduit mon camion et 9 mois plus tard, après la première, c'est lui qui a commencé Oculus Rift. Et donc je suis assez fière quand même de signaler qu'à cette époque, c'est parce que on travaillait sur un article sur la faim et le manque de nourriture. Anastasia Hernandez Rocas, qui est venu aux États-Unis en tant que jeune homme, il vivait paisiblement, était dans la construction jusqu'à la crise économique aux États-Unis. La fête des mères, il a volé une bouteille de tequila et un steak pour sa femme. Il s'est fait arrêter, il a été expulsé, il a essayé de revenir pour subvenir aux besoins de ses 5 enfants. Il a été attrapé à la frontière, il a été battu. En fait, il a signalé à son superviseur et son superviseur, au lieu de faire quelque chose, a mis dans cette espèce de cage et on a fait notre reportage. Donc attention à l'audio parce que ça va être très fort là. Et à ce stade-là, vous allez voir donc la construction des casques. On a 27 caméras de motion. BuzzFeed nous a invités à présenter à leur équipe. Ils ont fait cette vidéo. Je ne sais même pas ce que c'est des caméras. J'ai l'impression qu'on va me faire un électrochoc. On dirait un sabre laser. Je crois que la réalité virtuelle est ce qui est à venir. C'est le nouveau jeu vidéo, si on peut dire.
C'est tellement étrange, il y a toutes ces personnes, et puis qu'est-ce qui va se passer? Et ça va bien avec mes cheveux? Ça va simuler donc un téléphone portable, donc quand vous allez appuyer là, et c'est devant vous comme ça, c'est donc un téléphone portable, vous avez 60 secondes pour enregistrer ce que vous voulez avant que la pile s'épuise. L'objectif est d'enregistrer la scène en tant que preuve. C'est sa conviction. C'est encore plus fou. On voit beaucoup de flics. Ils sont là. Il se passe quelque chose. Ah oui, c'est là. C'est pas cool. C'est pas cool. Je suis derrière des barreaux. Il y a plein de gens. Et en fait, ils donnent des coups de pied, des coups. Ils tabassent un homme et crient. Donc l'audio de l'événement réel. Personne ne fait rien. Et bien sûr, personne ne fait rien. Et bien sûr, les autres, ils regardent seulement. C'est pas cool. C'est naze. Donc là, je vois. Je ne voyais pas avant, mais je crois qu'il est menotté. Je vois au-dessus. C'est horrible. Arrêtez, on vous enregistre. On vous filme. Il ne bougeait pas, mais il y avait 5 personnes qui le tabassaient. Personne ne parle. Je sais pas, j'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que ce soit vrai. Je ne m'attendais pas à une recréation comme ça de quelqu'un qui se faisait tabasser en vrai, quoi. Je pensais que ça allait être quelque chose de divertissant, un jeu, mais ce n'était pas le cas. J'ai l'impression d'être démunie, isolée. J'espère que dans cette situation, je peux faire quelque chose pour l'arrêter. Mais je crois que si on ne peut pas l'arrêter, il faut enregistrer, il faut filmer. Je crois qu'il faut dire des choses. Mais je n'ai pas le pouvoir d'aller faire une arrestation de la police. C'est un problème, je crois, quand on voit quelque chose comme ça. C'est horrible, mais au moins, ce qui me rassure un tout petit peu, c'est qu'au moins, il y a le système de justice américain qui fera quelque chose. Les gens qui font du mal sont punis. Est-ce qu'on a vu ces semaines dernières? Mais parfois, ça n'arrive pas, les gens ne sont pas punis. Ce qui est désorientant, ce qui est déconcertant, c'est que tous les autres policiers ne faisaient que regarder. Je pense que chaque policier au travers des États-Unis devrait vivre ça. C'est choquant. Ce n'est pas divertissant. Il devrait y avoir tout un univers pour lequel on pourrait utiliser ce genre de choses. Je n'y pensais pas du tout. Et c'est assez pétant. Donc, la personne en est morte, le vrai, Antonio, et puis les médias aux États-Unis n'ont pas couvert l'histoire. Et en fait, cette histoire a vu le jour parce que cette femme qui était témoin, des personnes avaient enregistré sur le téléphone, et en fait, la police a pris les téléphones de tout le monde, mais elle a caché dans son sac à main, elle a pu partir avec son téléphone. On a mis dans le studio et j'ai enregistré Anne qui racontait son histoire avec des caméras. Donc, on peut regarder. C'est Anne qui raconte l'histoire d'après sa mémoire. Elle raconte avec son corps, avec ses mots. Et on a fait aussi une maquette numérique de cette femme. On a scanné, on a créé le modèle. C'est Anne donc, qui est à côté de vous pendant que vous êtes plongé dans l'histoire. Donc, en tant que reportage, un moment important, il y a eu plus de personnes l'ont vu, maintenant presque 1 million à l'époque, donc il n'y avait rien du tout. Et je dois dire que maintenant il y a beaucoup de discussions sur les questions de race aux États-Unis, puis il y a aussi des petits comme ça, donc mince. J'ai regardé Use of Force VR et je m'attendais à trouver un Jedi et non pas cela. Donc c'est pas ce que j'attendais. Donc le casque, on faisait aussi des contrôleurs, des unités contrôleurs à la main, il fallait les construire. Aussi, assez incroyable, toutes ces caméras de partout. Donc c'est peut-être la dernière fois qu'on a utilisé nos propres casques. On a fait un reportage de Formule 1. Les gens donc faisaient la course, on faisait un chronométrage et c'était ça c'est un enfant, donc on met donc sur l'équipage avant de donc conduire, donc il est avec tout l'équipage technique.
So cool, right? That's what you want to hear from young Donc voilà, c'est ce qu'on veut entendre, hein, c'est cool. So, and this was how we raced. We had everything tracked in the donc car. voilà, donc tout était dans les voitures. Là, vous voyez pas le tableau, mais bon. Oh my God, Michael! Fireworks. So, donc, in a more serious note again, voilà, plus sérieusement, j'étais invité par Syria and Syrian refugees. Pour faire quelque chose sur la guerre en Syrie et les réfugiés par le World Economic Forum. Anyway, the trailer. Donc voilà, le trailer, c'est vraiment déprimant. Alors, comment on fait quelque chose de numérique comme ça? Donc il fallait recréer la rue avec la photo, la vidéo, l'audio, le son pour avoir des cartes, même pour les gravats. On voulait vraiment que ce soit identique. J'avais des Syriens qui m'ont dit, même la couleur des briques, hein, c'était tout à fait ça. Donc au World Economic Forum, il y avait John McCain, Clark Gable, le contingent syrien. Et on était invités par la Victoria and Albert Museum à Londres. Il n'y avait pas de publicité. Et donc on a mis là. Donc vous voyez tout ce qu'on avait. Avec donc les tapisseries très anciennes, mais avec nos caméras. Mais nous avions 54 pages de commentaires et de remarques. Donc c'était incroyable. Donc on a l'impression d'être à l'intérieur des infos, ça fait peur. Donc c'est la technologie numérique, mais le plus important pour moi, c'était quelque chose de très difficile à vivre en tant que Syrienne. J'ai toujours de la famille à Homs, mais je pense que ce n'était pas approprié au début. Et maintenant, j'ai changé d'avis, l'ayant vécu de première en direct. Il est important de témoigner de la situation en Syrie. C'est une façon efficace et puissante de le faire. J'espère que vous allez pouvoir aller plus loin. Donc, c'est un message pour tout le monde ici. Depuis, nous n'avons que le son. Ici, deux sœurs qui essaient de sauver une troisième fille qui est attaquée par son ex. Il y a 3 femmes par jour qui sont tuées par leur ex, généralement par arme à feu. My sister, baby daddy, has a gun on her. What's her name? Zakia Lawson. What is your name? My name is Tanisha Lawson. Oh, man. Okay, Ms. Lawson, just stay on the line with me. I just have a couple questions for you. I know. So the audio goes on to record the entire series of events that unraveled in a very tragic way. Mais nous avons construit la scène numériquement avec beaucoup de soin, avec la source. Vous voyez les photos d'origine à droite. Vous avez les modèles détaillés que nous avons construits. De même, on a été invité à faire quelque chose sur les jeunes femmes quand elles vont dans les cliniques pour, par exemple, le planning familial. Je ne sais pas si vous connaissez les protestations anti-IVG, mais quand les jeunes femmes essaient de traverser, là, on leur crie dessus. Mais alors, comment on vous met dedans? Bon, 360, on filme en 360, et vous devez traverser la ligne. Et pour les modèles, là encore, on scanne les humains. Donc, alors, comment on l'active? On doit animer. Donc, là, c'est des vrais mots. Et donc, quand les gens ils parlent, quand ils crient, c'est en vrai, quoi. C'est de l'audio. You're a whore. You're a whore. You're a whore. You're a little whore. How about stop being a whore? You whore. Shame on you. Start closing your legs. Start having some respect for your body.
Maybe your parents should have aborted you. Donc, c'est vraiment tous les jours aux États-Unis ça. Et c'est incroyable parce que là, on a montré ça dans deux communautés qui sont très anti-avortement. Mais ce qui se passait, ils sont sortis et on ne pensait pas qu'ils changeraient de point de vue. Donc là, c'est pas ça qu'on cherchait. Mais ce qu'on a vu, c'est que les gens pensaient que les femmes ne devraient pas être traitées de cette manière quand elles vont dans ces cliniques. Et ils ont dit qu'ils voteraient contre les membres du Congrès, ceux qui voulaient continuer ce genre de protestation et ces manifestations. Ils voulaient protéger ces femmes après avoir vu ce film. Alors on a parlé kinématique contre cinématique. Cinématique, c'est ce qu'on regarde sur les téléphones mobiles. Il y a plein de caméras pour tourner en 360, filmer en 360. On a fait des choses extraordinaires, donc Calais, avec la BBC, c'est des images extraordinaires. Et Arte, New York Times, dans les montagnes du Soudan. Donc vous voyez, le réalisme est impeccable. Donc, dans les montagnes Numa au Soudan. Et maintenant, pour la comédie. Donc, avec 360, on ne peut pas aller plus près. On ne pouvait pas traverser les lignes. Maintenant, on fait la photogrammétrie. Donc là, vous voyez des photos. On prend les photos et puis on fait des modèles 3D avec des algorithmes. Ce n'est pas une vidéo, c'est la photogrammétrie dans une cellule d'isolation aux États-Unis. Et c'est quelqu'un qui est là, qui examine, qui regarde l'intérieur d'une pièce. Donc, c'est vraiment réel par rapport à la photo. Alors, comment on met une personne là-dedans? J'ai travaillé avec une société qui s'appelle 8i. Il y a quelqu'un qui a passé 5 ans et demi à l'intérieur de ce bloc d'isolation. Et il faut le tourner de tous les angles et puis on l'assemble pour créer un hologramme à l'intérieur. I look fine, but I'm not. 18 years old, I was new to the system, never really been in trouble before. As an adult, the solitary confinement and the sensory deprivation, years of it drove a relatively sane young man insane. Donc vous pouvez être là, vous pouvez marcher avec lui. Là, regardez par-dessus son épaule, il est là, dans la salle avec vous. Et vous êtes dans la cellule avec la vraie personne. Là, vous ne pouvez pas être plus proche de la scène. Donc ça a gagné, là non, on a gagné plein de prix avec ça. Bon, je suis un peu en retard, donc le Congrès m'a demandé de regarder un musée pour l'histoire de la femme. Et il y avait une femme incroyable, révolutionnaire, qui était elle était imprimeur. C'est elle qui a imprimé. Elle a imprimé le premier. La première copie de la Déclaration d'indépendance. Elle a signé elle-même. Et elle a laissé tous ses gens à son esclave après. Et puis elle a libéré. Donc là, il n'y avait pas d'argent. Au Massachusetts, ils ont reconstruit beautiful revolutionary era printing press room, and they've let us come and do photogrammetry.
presse, cette salle de presse de l'époque de la Révolution. Là, j'ai fait des hologrammes. Alors on est là avec eux dans la salle. Et pour quelques milliers de dollars, j'ai pu recréer cette pièce révolutionnaire. On peut avoir le son si vous voulez. Mais c'est pas grave. On a fait une combinaison de 360 vidéos sur le changement climatique avec des scientifiques de la NASA. Là, c'est sur le côté d'un glacier. Comme hologramme, on peut aller sous l'eau. Là, c'est très important. Donc, de voir pourquoi les glaciers fondent par en dessous. Et aussi quelque chose qui était un peu inhabituel. On a mis une caméra 360 sur un hélicoptère, comme vous pouvez voir. Mais après, on a pris ça. On est à l'intérieur de l'hélicoptère. Est-ce que vous voyez? C'est la vidéo, mais on a l'impression d'être dans l'hélicoptère et qu'on vole et puis qu'on peut regarder l'espace. Et ça a très très bien marché parce que parfois quand on déplace la caméra, en fait on est un peu, on a des musées. Mais si on est à l'extérieur, à l'intérieur de l'hélicoptère, on regarde vers l'extérieur. C'est bien. Je vais continuer juste pour dire que je pense que je suis très fier de faire partie de votre communauté. Il y a beaucoup de gens qui font des choses bien, etc. Gabo, The Last Goodbye. Il y a Tree Hugger et sur les rhinocéros blancs. Et je vais dire comment on survit. On sait que le journalisme peut être difficile, surtout difficile à défendre. Donc nous avons fait des projets commerciaux, quelque chose pour quartier sur Fifth Avenue, à 5e Avenue. Donc on a construit les villes du début parce que ce bâtiment n'a jamais changé. Et donc c'est toujours là dans les années 50 et puis les années 70. Donc, c'est une sorte de time-lapse spatial. Et puis après, parce qu'on avait un bon budget, c'était super. Parce qu'on a rarement ce genre de budget. Et on est à l'époque. On a travaillé avec le Wall Street Journal et Google pour avoir une visualisation spatiale de la bourse. Je dis, mais pourquoi ça peut marcher? Si vous imaginez un dîner ou une table, là vous pouvez savoir combien il y a de fourchettes, de couteaux, d'assiettes et tout ça, mais vous pouvez voir le modèle, combien il y a de personnes qui vont venir manger. Et quand on regarde les données, ça a très bien marché pour nous. On s'amuse. Et donc il a voulu faire un mur en briques, donc il fallait apporter brique par brique dans une rue très chargée, mais donc vous voyez, c'est vous qui devez passer, poser les briques sans se faire écraser par des voitures. Et donc c'est un très grand succès. Et en fait, je voudrais bien du son, s'il vous plaît. Donc là, vous savez, il y a des artistes qui destroy des chambres d'hôtel. Donc là, c'est Gunslash avec The Guns N' Roses. Donc là, vous pouvez smasher, cracher, donc destroy des choses. Donc ça, c'est western. C'est un jeu multijoueur. J'aimerais bien que ça marche, ça marche pas. Et je vais finir avec, et c'est surtout pour les femmes et les hommes que vous soutenez, les femmes. Vous avez vu au début que j'avais peur de rentrer dans cette salle au départ. Et puis c'est vrai que je dois m'affirmer. Il y avait de Founders Forum l'année dernière où j'étais invitée. Ils m'ont demandé de dîner avec 14 personnes dans une petite salle. Il y avait Prince William, Eric Smith, le directeur de Google, Jimmy Wales de Wikipédia, J.K. Demarest, et tous ces
Et je disais, merde alors. Et j'ai demandé, où est-ce que je m'assois? Et on m'a dit, à côté de Jimmy Wales. Et j'étais directement en face du prince et Eric Smith. Eh ben non, j'ai été nerveuse. Et je suis tout à fait au bout de la table et en face de personne, quoi, toute seule. Ce qui est tout à fait le contraire de ce que dit Sheryl Sandberg dans Lean In. Donc mon message c'est ne fais pas ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Allez, approchez-vous et apprenez les codes et faites en sorte que tout marche.